Il n'est pas rare de se demander comment poser le cadre de son autorité en classe, surtout si on débute. Et même quand on a de l'expérience, certaines classes ou certains élèves viennent questionner nos pratiques, voire font exploser ce cadre. Le cadre, c'est à la fois un incontournable de la pratique du professeur et un concept assez flou pour beaucoup. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce que pourrait être un cadre serein et comment le construire concrètement. Quand on parle de cadre, les premières choses qui nous viennent à l'esprit, ce sont généralement les règles, la gestion des comportements ou encore les sanctions. Alors oui, ça en fait partie, mais en réalité, c'est bien plus large que ça. Le cadre, c'est tout ce qui va permettre à chacun, c'est-à-dire vous et vos élèves, de se sentir en sécurité, de savoir ce que chacun attend de l'autre et de pouvoir apprendre dans les meilleures conditions. Paradoxalement, quand on dit cadre, on pense contrainte, alors qu'il s'agit surtout de délimiter un espace de liberté au sein duquel chacun peut s'épanouir. Et ça englobe plein de choses comme votre posture d'enseignant, l'organisation spatiale de la classe, la structuration des journées et des apprentissages ou encore l'explicitation des règles et des attentes. Tous ces éléments ont leur importance dans l'élaboration du cadre et on va voir ensemble comment le mettre en place. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que tout ce que je vais vous présenter se trouve dans mon livre. Mais pour moi, le principe de base qui me semble incontournable, c'est de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Cette cohérence est capitale. Mieux vaut un nombre limité de règles sur lesquelles on ne transige pas plutôt que trop de règles négociables ou impossibles à tenir. Par exemple, je vais exiger le silence et le calme sur les temps de travail individuels afin que chacun puisse se concentrer. Et parce que c'est dans la loi et dans le règlement de l'école, j'interdis formellement les insultes, les menaces, les moqueries ou toute autre forme de violence. Sur ces points, la fermeté absolue et de rigueur. La fermeté, c'est ne rien lâcher. Repérer chaque manquement, chaque écart de conduite, le verbaliser, répéter la règle encore et encore, l'expliquer bien sûr, organiser des temps de co-construction et si cela ne suffit pas, sanctionner. Il n'y a pas de recette miracle, mais la volonté assumée de se poser en tant que garant du cadre peut faire toute la différence. Pour le reste, il est possible de fonctionner en bonne intelligence, en se parlant, et en se respectant. Quand il n'y a pas de règles explicites, j'invite toujours les élèves à se poser 2 questions. Est-ce que je dérange les autres ? Est-ce que ça marche si les autres font comme moi ? Avec ces 2 questions, ils arrivent à définir s'ils ont le droit ou non de faire ce qu'ils avaient en tête. Revenons à notre dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Pour qu'un enfant se sente en sécurité, il faut qu'il sache à quoi s'attendre quand il entre dans la classe. Ça peut passer par des activités ritualisées, un emploi du temps fixe et régulier affiché au tableau ou une structure de séance répétitive. Tous les matins, mes élèves s'installent et ouvrent leur cahier de lecture. La question à laquelle ils devront répondre est affichée au tableau. Ils doivent la copier dans leur cahier. Ça me laisse le temps d'accueillir chacun d'entre eux, de gérer quelques tâches administratives éventuelles, et ça leur permet de se mettre au travail en douceur. Et puisque nous parlons d'organisation du temps, il faut aussi parler de l'organisation de l'espace. Quand les élèves savent où est rangé le matériel ou à quel endroit ils peuvent s'installer pour travailler, ils ont des repères qui facilitent leur compréhension et donc leur respect du cadre. Vous pouvez le rendre lisible avec des affichages ou des étiquettes, ou encore définir des espaces de travail seuls, en binôme ou à plusieurs, varier les assises et adapter l'organisation de la classe en fonction des besoins des élèves. Bon, maintenant que tout ça est posé, il est temps de parler ensemble de bienveillance. La bienveillance, c'est avant tout une posture profonde, l'envie d'être à l'écoute des élèves et de leur accorder à chacun du temps de qualité. C'est reconnaître l'élève comme un enfant, un petit être humain qui se construit et lui permettre de se développer à son rythme. C'est aussi les accompagner vers la recherche de solutions pour qu'ils gagnent en autonomie et en estime de soi. On peut passer par des outils comme la communication non violente et les messages clairs, la médiation par les pairs ou encore le conseil des élèves. Le but est de les impliquer dans la constitution et le maintien du cadre. Le conseil des élèves, typiquement, c'est un outil central dans ma pratique de classe. Il se divise en 3 temps. Un premier temps pour les remerciements et les félicitations, où les élèves se félicitent et s'encouragent mutuellement. Un deuxième temps dédié aux problèmes de la classe. Les élèves soulignent des dysfonctionnements ou des soucis qu'ils rencontrent et nous cherchons ensemble des solutions. Et un troisième temps consacré au projet, où les élèves décident de s'impliquer dans un projet de leur choix. Réaménager la classe, inventer des jeux de cours ou encore organiser un nettoyage du quartier. Mais la bienveillance, c'est aussi accepter de ne pas être parfait. Par exemple, j'autorise les élèves à réagir à mes décisions ou à mes remontrances. Dans ce cas, je leur demande de ne jamais le faire à chaud. Ils peuvent venir me parler en récréation ou au portail. En tout cas, accepter qu'on puisse faire des erreurs de jugement me semble nécessaire. Quand on reconnaît ses erreurs et qu'on les corrige, on donne un exemple
qui vaut plus que tous les discours. Mais si, malgré tout ce qu'on a mis en place, des élèves ne respectent pas les règles, la sanction peut être envisagée. C'est un acte éducatif visant à faire progresser l'élève. Pour ne pas perdre de vue cet enjeu, on peut s'appuyer sur les 4 R de Jane Nelson. Une sanction doit être révélée à l'avance, respectueuse de l'élève, reliée à la faute et raisonnable. Par exemple, admettons qu'un élève perd patience et insulte un camarade en EPS. Une sanction éducative serait de l'exclure du match pendant 10 minutes, le temps qu'il se calme. Il devra présenter ses excuses au camarade insulté. Ou encore, si un élève dessine sur sa table, il devra la laver. En aucun cas, il ne s'agit d'humilier l'élève, d'en faire un exemple ou de se venger. Le mieux, c'est de demander une réparation. C'est pas toujours possible et parfois difficile à imaginer. On peut alors demander à l'élève ce qu'il pourrait faire pour réparer son erreur. Dans le cas de l'insulte, il pourrait se proposer d'être attentif au progrès de son camarade en EPS et aller le féliciter dès qu'il en aura l'occasion. Ou alors de proposer à son camarade quelques conseils pour être plus efficace sur le terrain. Évidemment, si c'est imposé, ça n'a aucun sens. Mais si ça vient de l'élève et si ça le pousse à regarder autrement son camarade, alors c'est gagné. Bon, parfois je vous avoue que c'est difficile quand il y a beaucoup de sanctions dans la classe et que j'ai tendance à en oublier. Dans ce cas-là, heureusement, c'est assez rare. Je me mets un rappel sur le téléphone quand je ne peux pas appliquer la sanction tout de suite. Je peux aussi avoir une liste cachée près du bureau pour les sanctions qui s'étendent dans le temps. C'est pratique et en plus, ça sert pour les remplaçants. Je n'hésite pas à être honnête avec les élèves et à leur dire que je n'aime pas particulièrement sanctionner, mais que lorsque je m'engage sur une sanction, je m'y tiens, car c'est un acte éducatif et que c'est important. On y revient, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Pour résumer, si on a dit que le cadre se construit avec de la bienveillance et une autorité assumée, le plus important c'est qu'il soit cohérent. Il deviendra alors une structure dans laquelle les élèves pourront s'exprimer, grandir et apprendre. Il y a autant de cadres que de classes et de professeurs. Aucun cadre n'est parfait et aucun cadre ne se construit en un jour. Il s'élabore progressivement avec les élèves, mais aussi avec vos convictions et votre personnalité. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à vous tromper et à vous laisser le temps. Si vous avez des astuces pratiques à partager, n'hésitez pas à les écrire en commentaire pour qu'on en discute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour de nouveaux tutos sur Être Prof. Tu veux que je fasse l'andouille ? Ouais, vas-y. C'est mieux quand c'est... Dire ce qu'on Dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Voilà,